Klein a une idée de génie. Il rachète la molécule du Xenical à son concurrent, le laboratoire Roche. Xenical devient Ali. Nouveau nom et nouveau packaging plus coloré. Un médicament moins fort, donc plus besoin de médecin ni d'ordonnance. On va chercher sa boîte directement chez son pharmacien, 60 € la boîte non remboursée par la Sécu. Pour le lancer en 2009, énorme campagne de pub. Tous les médias embrayent. Toujours à propos de santé, c'est aujourd'hui qu'arrive dans les pharmacies la première pilule anti-obésité sans ordonnance. La première pilule anti-obésité débarque en pharmacie, titre Le Parisien sur 2 pages. La pilule qui fait fondre, s'interroge Marie-Claire. Les médias en fait ne précisent pas qu'il s'agit d'un vieux médicament recyclé. Ali se transforme en phénomène de société. Le laboratoire GlaxoSmithKline a réussi son coup. On ne parle plus d'obésité, mais d'une toute nouvelle solution pour maigrir. C'est le jackpot. Dès le premier mois, 140 000 boîtes sont vendues, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu une grosse demande sur la liste, comment ça s'est passé ? Je dirais que tout le bruit médiatique qu'il y a eu autour du produit a généré pas mal de demandes, hein. Et en tout cas de l'intérêt de la part des gens, hein. Aussi bien de la part des gens qui étaient concernés, hein, que de la part de sujets qui n'étaient pas du tout concernés mais qui avaient entendu parler du produit, qui voulaient savoir de quoi il s'agissait. En court-circuitant les médecins et en s'adressant au grand public, le laboratoire a réussi son pari. Faire d'un médicament oublié une affaire très profitable. Le plus souvent, ce sont sur les médecins que reposent les ventes de médicaments. Plus le médecin prescrit, plus l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent. Certains laboratoires tentent donc d'influencer les médecins et pour cela, ils disposent d'alliés précieux, les visiteurs médicaux. Ils sont 20 000 en France, comme Marie. Pendant plus de 10 ans, Marie a été visiteuse médicale pour 3 grands laboratoires pharmaceutiques. Son rôle, présenter les nouveaux médicaments aux médecins et, si possible, les convaincre de les prescrire aux malades. Marie a quitté le secteur pharmaceutique en 2007 et elle dénonce aujourd'hui les dérives de son métier. On répète mot à mot, à la virgule près, le discours du laboratoire. C'est une information qui est formatée par le laboratoire au préalable, qui met en valeur le médicament et qui parle efficacité, confort, qualité de vie, mais très peu d'effets secondaires, très peu de précautions d'emploi, très peu de... Voilà. Et on vous demande de choisir principalement les médecins qui prescrivent le plus ? C'est très clairement noté noir sur blanc, oui, dans toutes nos directives. On a ce qu'on appelle un ciblage. On a un ciblage de médecins, donc c'est là où les choses commencent à être aussi de moins en moins éthiques vis-à-vis du métier, c'est-à-dire qu'on classe les médecins. Les médecins font partie des A, des B, des C. Les médecins les plus gros prescripteurs sont en classe A, les médecins les moins prescripteurs sont en classe C. Et on vous demande évidemment de mettre la pression sur les classes A, les plus gros prescripteurs. Parce que c'est eux qui vont être générateurs de prescriptions et de nouveaux patients, quoi. Selon le ministère de la Santé, qui a rédigé une charte, les visiteurs médicaux sont censés faire de l'information aux médecins et non de la vente de médicaments. Mais pour Marie, la réalité est tout autre. Normalement, dans la charte de la visite médicale, on vous demande de ne pas faire de vente. Dans la charte de visite médicale, il est bien expliqué noir sur blanc que le délégué médical n'est pas un commercial. On doit faire de l'information médicale. Et dans la réalité ? C'est l'inverse. Donc on fait de la vente. Purement de la vente. On a un objectif de visite, on cherche un engagement à la prescription et on doit sortir du cabinet en ayant 1, 2 patients supplémentaires mis sous le médicament qu'on représente. Et si on n'a pas cet engagement à la prescription, on est considéré comme n'ayant pas fait son travail. Marie nous montre ses fiches de formation, un véritable petit manuel de VRP. Le bon visiteur médical doit savoir décoder les signaux d'achat du médecin face à un nouveau médicament. Sur ce schéma, le médecin tout en haut présente des résistances. Le visiteur médical va donc devoir l'amener au déclic d'achat. La construction de la vente est détaillée. Le médecin est défini comme un client. Petit conseil au visiteur médical, le vendeur trop pressé manque ses ventes en demandant au client d'acheter quand il n'est pas encore prêt. Grâce à ces méthodes de vente bien rodées,
Marie parvenait à faire prescrire jusqu'à 2 500 000 € de médicaments chaque année. Régulièrement, lors de ses tournées, Marie était suivie par son directeur régional. Dans son évaluation, il l'encourage à continuer à faire preuve d'agressivité commerciale pour tenir les objectifs. Le directeur régional, Marc, j'ai vu aujourd'hui des visites toniques, avec presque de la générosité nécessaire pour convaincre et avec le ton de la découverte. C'est super. Voilà le deuxième moyen d'atteindre nos objectifs. On arrête d'être tendre et on n'oublie pas que 9 boîtes au lieu de 10 ne changent rien dans l'esprit du médecin, mais pour nous, c'est 10% en plus. En France, chaque médecin généraliste reçoit en moyenne une dizaine de visiteurs médicaux par semaine. Mais pas le docteur René Guirette. Lui, comme environ 5% des médecins français, refuse tout contact avec les laboratoires et critique les liens étroits entre médecins et industriels. C'est excellent. Oui, oui. Je ne dirais pas qu'on est vendu à l'industrie pharmaceutique, je dirais qu'on est marié à l'industrie pharmaceutique. On est marié parce que c'est un partenariat, ce que nous a fait croire l'industrie pharmaceutique, tout petit quand on est externe à l'hôpital. Donc on travaille en partenariat, on est partenaires. Partenaire, c'est pour l'industrie pharmaceutique, c'est sûr, c'est intéressant, mais pas pour nous et pas pour le malade, c'est certain. Pourquoi ? On est constamment sous influence. D'abord parce que l'industrie pharmaceutique s'est immiscée absolument partout dans le système médical français, aussi bien à l'hôpital que dans les revues médicales, absolument partout. Dans les cabinets, ils viennent bien sûr, et ils nous donnent une information qui est évidemment complètement biaisée, c'est évident. La visite médicale n'est qu'une représentation commerciale des laboratoires. C'est Disneyland et le Club Med réunit l'industrie pharmaceutique. Les médicaments, ce sont des bonbons qui vont résoudre les problèmes et il n'y a pas d'effet secondaire, bien entendu. Et le traitement que les médecins prescrivent le plus, ce sont les médicaments anti-cholestérol. 7 millions de Français en prennent quotidiennement. Un énorme enjeu économique pour certains labos qui cherchent en permanence à élargir leur marché. Le cholestérol, c'est la graisse qui bouche les artères. À long terme, cela peut provoquer des infarctus. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous ? En 2003, dans cette pub financée en partie par le laboratoire Pfizer, les industriels n'y vont pas par 4 chemins. Le cholestérol peut vous envoyer à tout moment aux urgences. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident. Au même moment, une campagne d'affichage est encore plus alarmiste. Le cholestérol peut vous conduire à la morgue. En 85, les autorités de santé considéraient que le taux de mauvais cholestérol était dangereux au-dessus de 3 grammes par litre de sang. À l'époque, moins d'1 million de Français étaient sous traitement. Aujourd'hui, les autorités de santé ont baissé le taux de mauvais cholestérol admis à seulement 2 grammes par litre de sang. Conséquence, 7 millions de Français se retrouvent aujourd'hui sous traitement, presque 10% de la population. Avec la baisse des seuils pour le cholestérol, les laboratoires pharmaceutiques ont donc multiplié leur vente de médicaments par 7. Hôpital de la Salpêtrière à Paris. C'est ici qu'exerce le professeur Chapman. Cet éminent chercheur en cardiologie anglais est installé en France depuis 30 ans. Il dirige la Fédération française d'artérosclérose. C'est un fervent partisan des médicaments anti-cholestérol que l'on appelle dans le jargon médical les statines. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les statines ont été vraiment, je ne veux pas appeler ça un miracle, mais ils nous ont permis de progresser de façon extrêmement importante dans notre possibilité de prévenir les maladies cardiovasculaires. Le fait de baisser toujours les taux de cholestérol admis, il n'y a pas un risque de mettre trop de gens sous statine? Je crois qu'il y a eu des discussions aux États-Unis, en fait, en exagérant, qu'on pourra mettre des statines dans les lots du robinet. C'est bien évidemment une forte exagération. Ceci dit que on vient de plus en plus vers l'hypothèse que chez des personnes au-delà d'une 50aine d'années, une faible dose de statine peut très probablement
protéger le système cardiovasculaire et donner lieu à une meilleure qualité de vie au-delà d'une cinquantaine d'années. Mais certains médecins contestent que les médicaments anti-cholestérol soient des remèdes miracles. Le docteur Martin Winkler, par exemple, est un chercheur qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il y a quelques années, il tenait une chronique médicale sur la radio France Inter. En 2003, il a dénoncé la campagne de communication alarmiste de Pfizer. Moi, je crois qu'il y a un grand principe général en matière de santé qui est si on vous fait peur, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Il est bien évident que quand vous faites une campagne sur le cholestérol à la télévision en disant il faut que tout le monde se dose le cholestérol, si le médecin, lui, il n'est pas très bien armé pour dire non, ça sert à rien, et on essaye de vous couillonner, il va céder. Et c'est très intéressant de faire prendre des médicaments à des gens qui n'ont rien parce qu'ils vont vivre très longtemps, ils vont donc les prendre très longtemps. Le docteur Winkler va plus loin. Pour lui, les médicaments anti-cholestérol prescrits seraient le plus souvent inutiles. La majorité des gens qui prennent les médicaments anti-cholestérol en France les prennent pour rien, absolument. Les deux seules catégories de personnes pour lesquelles on a montré que faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose, c'est une première catégorie qui comprend des hommes de plus de 50 ans ayant déjà fait un accident coronarien ou vasculaire, c'est-à-dire une angine de poitrine, un infarctus ou un accident vasculaire, qui sont obèses, qui sont hypertendus, qui ont un diabète et qui fument. Ceux-là, on sait que faire baisser leur cholestérol, ça sert à quelque chose. La deuxième catégorie, c'est les gens dans les familles de qui tout le monde a un cholestérol très élevé, et on sait que ces gens-là, quand ils ont un cholestérol très élevé, c'est-à-dire 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, c'est une maladie génétique, alors là, ouais, il vaut mieux leur faire baisser leur cholestérol quand même. Toutes les autres catégories de personnes, on n'a jamais montré que le cholestérol, de faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose. Par conséquent, si vous ne faites pas partie de ces deux catégories et qu'on vous donne un traitement pour faire baisser le cholestérol, on vous le donne pour rien. Le docteur Winkler a finalement été remercié de France Inter. Il poursuit désormais ses recherches à la faculté de Montréal. Les médicaments anti-cholestérol peuvent provoquer de graves effets secondaires. Le plus souvent, ce sont des lésions musculaires. Ainsi, en 2001, 2 médicaments anti-cholestérol ont été retirés du marché, le Staltor et le Colstat du laboratoire allemand Bayer. Selon les autorités sanitaires, le Colstat a causé la mort de 100 patients dans le monde et 3000 autres souffrent d'effets secondaires très graves. Colette Joly, par exemple, a pris du Colstat pendant 1 an. Vous voyez, là, je l'ai pris de la main gauche. Cette ancienne commerciale à la retraite qui vit à Paris a les muscles rongés. Selon ses médecins, le Colstat est responsable de ces terribles séquelles. Oh là là, vous voyez, j'ai 1 tonne au bout des mains, 1 tonne. Là, au niveau des muscles, vous avez des séquelles encore? Oh, absolument. J'ai un moignon, du fait que mon biceps a été coupé en 2, les tendons complètement abîmés, tout le bras, même sur le bras gauche, mais c'est surtout le bras droit qui est très, très, très abîmé. Et ça, c'est des effets secondaires que vous avez eus quasiment aussitôt après avoir pris le Tout médicament. à fait, tout à fait. J'ai commencé par avoir mal partout, partout. Et les douleurs musculaires, elles sont venues au bout de combien de temps? Très vite, et ça ne m'a jamais quitté. Vous avez bon espoir d'obtenir quelque chose quand même? Ben, je l'espère bien. Sinon, à quoi bon? Depuis le temps que je me bats, rendez-vous compte? Des années, des années, des années. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Colette Joly fait partie de l'association des victimes de médicaments. Elle se rend chez son avocat pour voir où en est sa plainte contre le laboratoire Bayer. Oh là là! Oh, je ne peux pas ouvrir ma porte. Elle voudrait faire condamner Bayer comme cela s'est passé aux États-Unis. Mais en France, l'espoir d'obtenir réparation est faible. Je peux vous dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, 3000 victimes, 1 milliard de dollars. En France, 10 000 victimes. Et à ma connaissance, nous en sommes à 0 €. Donc je crois que les choses sont claires. 10 ans plus tard. Aujourd'hui, il manque dans l'arsenal judiciaire français, il manque des actions collectives. Donc les laboratoires profitent de ce manque. Ils considèrent peut-être avec leur assurance qu'au bout de 10 ans, les victimes vont se décourager.
Aujourd'hui, les statines sont une vraie poule aux œufs d'or pour l'industrie pharmaceutique. Car les médicaments anticholestérol doivent être pris au quotidien pendant des années. C'est une véritable rente. En France, ils rapportent 1 milliard d'euros chaque année au labo. Dans le monde, c'est un marché de plus de 10 milliards d'euros au total. Direction Barcelone, en Espagne. Congrès mondial de cardiologie organisé et financé en grande partie par les laboratoires pharmaceutiques. 200 stands commerciaux et tout un espace consacré au cholestérol. 40 000 cardiologues sont venus du monde entier. Notre reportage est très encadré. Une chargée de communication nous suit en permanence. Nous devons tourner en caméra cachée les stands des industriels. Pour attirer les médecins sur leurs stands, les labos rivalisent d'imagination. Des flippers et des jeux vidéo qui permettent de gagner des petits lots, des quiz pour gagner des stylos et des agendas promotionnels. What do you have to do to get answer a quiz over there, and then I can give you a bag with all of. Ah, okay. That by reducing LDL cholesterol, we are able to also reduce the cardiovascular risk. Dans un amphithéâtre, le laboratoire japonais Kowa présente son nouveau médicament anticholestérol, la pitavastatine. Au micro, John Chapman, l'éminent chercheur en cardiologie que nous avions rencontré à l'hôpital de la Salpêtrière. Ses frais de déplacement et d'hébergement ont été pris en charge par le laboratoire japonais et devant ses collègues, le professeur fait l'article pour le nouveau médicament. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pitavastatine, un tout nouveau concept. Nous avons rendez-vous avec le docteur Michel Delorgeril. Ce cardiologue français, chercheur au CNRS, est reconnu dans le monde entier. Il a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il dénonce la prescription abusive de statines. Pour lui, l'efficacité des médicaments anticholestérol est un mythe. Vous montrez les données scientifiques à un adolescent, même pas bachelier, et il arrivera à la conclusion que ces médicaments ne servent à rien, sauf à avoir des effets secondaires toxiques. Le docteur Delorgeril réclame la création d'un comité indépendant pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires des statines. Mais il n'a pas beaucoup d'espoir. Il y a 7 millions de Français qui consomment des statines. Imaginez qu'un comité de consensus, demain, se réunisse et dise ce traitement est inutile et dangereux. Imaginez ce qui va se passer dans la population. On va dire, 1, les experts nous ont trompés, 2, les universitaires sont des incapables, 3, les politiciens ne font pas leur travail, 4,